J'ai un petit goût pour, l'unification. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui semblaient, distinctes au départ et en fait qu'on arrive à comprendre que ces différents aspects, d'une même, disons théorie si on veut. Il y a souvent des choses extrêmement, étonnantes, des innovations étonnantes qui ont été faites, dans l'histoire de la science. Par exemple, le fait de comprendre, qu'une pomme qui tombe et que la Lune qui tourne autour de la Terre, ça relevait du même phénomène, c'est quand même une unification, quand même surprenante. Bonjour à tous et à toutes, je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jun Kwon, chargé de recherche à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en poste à AgroParisTech et l'Université Paris-Saclay. Il nous présentera d'ailleurs en détail cet institut dont les thèmes et problèmes traités, et qui tournent autour de l'agronomie, sont extrêmement riches. Je suis particulièrement contente d'avoir reçu Jun, car son domaine de recherche, très en vogue en ce moment, m'intéresse et pique ma curiosité. Effectivement, j'avais envie d'enfin comprendre ce qui se cache derrière le mot intelligence artificielle, mathématiquement parlant. En effet, Jun est un spécialiste de ce qu'on appelle le machine learning ou, en bon français, l'apprentissage. Il va d'ailleurs nous apprendre qu'il y a deux types d'apprentissage, le supervisé et le non supervisé. Par des exemples concrets tirés de sa propre recherche, comme réussir à prédire le niveau de menace d'extinction de plantes ou déterminer le comportement animal en fonction de données de capteurs, il nous montrera ce que l'apprentissage est capable d'accomplir. Sa carte blanche est également liée à ce domaine. Dans celle-ci, il reviendra sur des aspects pratiques concernant les coûts de calcul. Il nous parlera de l'accélération de Nesterov, une technique mise au point par ce dernier pour obtenir des algorithmes qui nous délivrent ce qu'on désire à une vitesse optimale. Et comment des considérations stochastiques, en d'autres termes en rajoutant un peu d'aléatoire, ont permis de réduire le coût computationnel, c'est-à-dire les efforts demandés aux machines. C'était un échange très riche où j'ai appris énormément de choses sur l'apprentissage. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute! Ok, écoute, on va être bon, c'est bon cette fois, on est en place. C'est bon de ton côté aussi? T'es confortable? Oui, très bien, très bien. Ok, écoute, on va démarrer alors. Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jun Kwon, donc qui est chargé de recherche à l'INRAE et qui est donc en poste actuellement à AgroParisTech et à l'Université Paris-Saclay. T'es aux deux, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, AgroParisTech est un des établissements membres de l'Université Paris-Saclay, qui est un groupement d'établissements. Ok. Donc, comment est-ce qu'on se connaît avec Jun? Eh bien, on s'est rencontrés pendant nos études, on s'est croisés, parce que j'ai fait une année à Lyon, et donc lui, il y était aussi. Vous allez le voir à quel moment ça s'est intervenu dans son parcours. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Pourquoi j'ai pensé à lui? Entre autres, j'avais suivi un peu de loin ce que mes camarades étaient devenus, et j'avais vu passer son nom dans un certain domaine des maths qui m'intéressait. Et donc, je me suis dit, ça n'a pas encore été couvert, donc ça sera l'occasion d'en discuter. Donc, je vais présenter un petit peu comment l'émission se découpe. Donc, c'est toujours le même principe. On commence sur ton parcours, on revient, on voit un petit peu comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ensuite, on passe du temps sur ton métier de chercheur actuel et on finit avec ta carte blanche que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui. Donc, comme je disais, je suis très heureuse de te recevoir car ton domaine de recherche est un petit peu dans l'actu en ce moment avec un certain ChatGPT ou ChatGPT. Donc, ton domaine de recherche, c'est, entre autres, l'apprentissage. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je vais peut-être enfin comprendre ce qui se cache concrètement derrière ce terme. En plus, ton domaine de recherche est assez spécifique parce que, comme je l'ai dit, tu fais partie de l'INRAE. Donc, ce sera intéressant que tu nous expliques un petit peu aussi comment l'apprentissage peut venir aider ce type de domaine parce que c'est pas forcément intuitif a priori. Mais donc, on va commencer d'abord en faisant un bond dans le temps et on va revenir à quelques années avant que l'apprentissage soit à la mode avec ton passage au lycée Victor Duruy à Paris. Oui, c'est ça. Bac en 2006. Donc là, je pense qu'il y a, comme toujours, pas trop de suspense quand je vais te demander ta spécialité. Bac S. Spé maths, j'ai pris spé maths. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, c'est un 100% spé maths.
Pas très étonnant. Et donc, quel était ton rapport à la matière au lycée? Ça a un peu changé parce que, c'est finalement, seulement en terminale que je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire des maths. Ça a peut-être, à voir avec, mon prof de terminale qui était vraiment super, qui avait une pédagogie, excellente. C'était à la fois quelqu'un d'exigeant et puis quelqu'un de très drôle à la fois. Donc c'était vraiment un personnage et c'est vraiment là que je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire des mathématiques. Avant, j'avais depuis que je suis petit, j'avais toujours eu de la curiosité puis un intérêt pour les matières scientifiques, mais pas spécifiquement, les mathématiques. Donc c'est vraiment en terminale que, sûrement avec ce prof Donc c'est la rencontre que ça s'est décidé. d'accord. Mmh. Et donc t'aimais ça, à l'époque, ça t'amusait? C'était quoi? Ça représentait quoi pour toi? Un jeu ou des Bah, problèmes? non, en fait, à l'origine, pas tant que ça, quoi. J'avais même pas des résultats, particulièrement, corrects, mais pas excellents dans les matières scientifiques. Moi, j'avais plus de curiosité pour la physique ou ou pour l'astronomie, l'astrophysique, des choses comme ça, parce que ça fait un peu rêver quand on est petit, quoi, les planètes, les galaxies et cetera. Les maths, je trouvais ça intéressant, mais finalement, c'est vraiment à la fin du lycée que j'ai commencé à avoir, un peu une fascination et puis, une vraie curiosité qui s'est développée autour des maths. Donc, D'accord. heu, donc voilà, c'est, Et vraiment sur le tard, quoi. et c'est C'était à l'origine donc ni un jeu, ni un centre d'intérêt, particulièrement, vif. et ça s'est traduit comment cette, curiosité, qui est apparue? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller, pousser, d'aller regarder peut-être des résultats supplémentaires par toi-même ou? En fait, non, au départ, disons ma 1re, priorité, c'était d'avoir de bons résultats pour pouvoir aller en prépa scientifique. Parce que, voilà, à ce moment-là, je me suis dit que, ce que j'avais envie de faire, c'était, de poursuivre, des études scientifiques, donc avec, à dominante, de mathématiques et donc, la filière un peu par excellence, c'est d'aller en prépa scientifique, maths sup, maths spé et donc pour ça, pour pouvoir être admis, il fallait avoir de bons résultats. Et donc déjà, rien que ça, c'était un objectif, déjà non trivial pour moi parce que j'avais pu avoir des résultats corrects, mais sans plus. Donc il fallait que je m'y mette un petit peu, il fallait que je m'active. Et c'est peut-être un peu comme les instruments de musique. C'est quand on commence tôt que c'est plus facile. Quand on s'y met sur le tard, il faut fournir plus d'efforts. Voilà, il a vraiment fallu que je me mobilise. Et donc du coup c'est assez différent parce que ensuite, quand j'ai été en prépa, je me suis retrouvé avec des camarades qui avaient toujours été bons et qui savaient que c'était l'orientation qui leur convenait depuis plus longtemps. Mmh. Et donc, en fait, eux, ils étaient déjà dans le bain et donc, pour eux, au lycée, ils avaient jamais eu besoin de faire de gros efforts pour avoir de bons résultats. Ah d'accord, Alors que là alors c'est intéressant parce que effectivement, c'est un truc qui revient assez souvent dans les discussions avec les gens, c'est qu'il y a toujours quand même un moment dans les études où il faut un petit peu, hausser le niveau et voilà, comme tu dis, se mmh. retrousser les manches. Toi, c'est déjà intervenu au niveau du lycée? Tu as déjà eu l'impression d'avoir eu cet effort à fournir? Oui, mais oui et puis oui, c'était un changement aussi oui, un changement disons d'attitude par rapport au travail Oui, scolaire aussi, quoi. d'accord. Donc au lycée, ouais, il a fallu que je me mobilise. Bon après, quand on va en prépa, c'est très, très intense, donc il faut encore plus se mobiliser évidemment, Oui, oui, oui. mais déjà en terminale, il a fallu que je mette les bouchées doubles, ouais. Et est-ce que à ce stade, tu connaissais un petit peu les débouchés qui étaient, attachés aux maths? Alors oui, je pense que je savais qu'il y avait, les métiers, disons, ingénieurs au sens large, Oui. puis la recherche. En ayant une idée précise de ce que c'était? De ce qu'on mettait derrière ce mot? Non. Non, 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 c'était encore un peu vague, c'était vague, mais c'était quand même ça qui m'attirait. Donc Ah d'accord. Tu avais quand même un peu envie de oui, oui, voilà. Oui, c'est la recherche, le fait de passer du temps vraiment à comprendre des choses, c'est ça qui m'a attiré dès le début, ouais. OK. Et donc, bon, naturellement pour le type de débouché que tu avais en tête à ce moment-là, donc comme tu disais, classe préparatoire et donc, tu as intégré en 2006, donc de 2006 à 2009, le lycée Henri IV. Oui, en Alors prépa, ouais. et donc tu es arrivé à Henri IV. Donc il y a un certain nombre de clichés qui sont attachés Mmh. aux prépas parisiennes. Donc, Mmh mh. toi,
Quelle en a été ton expérience? Quand on regarde ça de l'extérieur, des fois, on entend parler de compétition extrême ou alors de très bonne ambiance. Toi, personnellement, quelle a été ton expérience? Compétition extrême, non, enfin c'était pas le cas. Parmi les clichés, il y a le fait que c'est très intense, très exigeant, mais ça c'est le jeu. Alors ce qui était drôle, c'est que j'étais, je pense que dans ma classe, j'étais peut-être, pas un des seuls, mais je veux dire, je pense que plus de la moitié des des élèves, avaient au moins soutenu une classe. C'est-à-dire et c'était pas mon cas et je pense aussi que j'étais peut-être, alors là pour le coup, j'étais peut-être le seul ou un des seuls qui avait pas une mention très bien au bac. Donc D'accord. ce dont je me suis rendu compte, c'était que, les élèves qui s'étaient orientés en prépa, en fait, avaient été voilà, très performants dans le système scolaire Ouais. depuis toujours et surtout qu'ils avaient beaucoup de facilité et que, par exemple, au lycée, c'était des étudiants qui avaient pas besoin de s'impliquer énormément, de fournir énormément d'efforts. Enfin d'ailleurs, il y en a même quelques-uns qui en prépa n'avaient pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Et ça, on sait quelques-uns, voilà. Donc heu, donc voilà, là-dessus, ouais, je me suis senti un peu outsider, disons. Mais tu trouves pas que la prépa, ça a un peu tendance à rebattre les cartes? Parce que justement, bon, en gros, tu mets un peu tous les premiers de classe ensemble, Tout à fait, ouais. et tu mets aussi des gens qui sont pas, forcément les premiers, mais qui étaient bons, qui se débrouillaient bien, un peu ton profil, tu vois? Et en fait, finalement, c'est pas forcément ceux qui étaient, les premiers au lycée qui s'en sortent le mieux, Alors en alors prépa. alors moi je suis d'accord parce que je pense que ce qui est demandé, en prépa est finalement assez différent de ce qu'on nous demande, auparavant et en maths, c'est très, en maths, dans le secondaire, bon déjà c'est pas très exigeant. Enfin, je dis ça par rapport peut-être, au système scolaire dans d'autres pays, par exemple les pays asiatiques. Mmh mh. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grosse marche entre le secondaire et le supérieur, Ouais. en tout cas au niveau des maths, en France. Et puis ouais, c'est très différent. Quand on fait des mathématiques, dans le secondaire, il y a aussi, ce côté où en fait il faut appliquer quand même des recettes un peu toutes faites et en prépa, alors ça reste un peu le cas, mais il y a quand même besoin de plus de créativité quand même pour Mmh. résoudre les problèmes. Ouais. Donc il y a ce côté résolution de problèmes qui est plus important. Donc voilà, c'est vrai que voilà, les maths dans le secondaire et puis les maths, en prépa, c'est pas exactement la même chose. Donc effectivement, il y en a qui peut-être étaient très bons avant, Ouais. qui, sont peut-être un peu déstabilisés et puis, il y en a d'autres, peut-être qui peuvent un peu, plus se révéler puis se dire que: «Beh, non, effectivement, ça me convient peut-être encore mieux que les maths au lycée». Moi, c'est vrai que dans le secondaire, l'enseignement des mathématiques, ça m'avait jamais passionné. D'accord. Mmh. Ouais, bah, oui, enfin, ça m'étonne pas vu ce que tu dis puisque en gros, tu as l'air de dire que le changement est venu de quand tu as eu justement un enseignant un peu différent. Oui, c'est vrai. Heu, donc heu, Oui, donc oui. c'est assez cohérent, et donc toi, tu faisais partie de ces gens à qui, cette marche et ce changement d'approche un petit peu, comme tu dis, dans la façon d'aborder les maths, ça t'a réussi ou ça t'a rendu les choses un petit peu, compliquées? C'était compliqué parce que moi j'ai toujours eu l'impression en mathématiques, je pense aussi, voilà, parce que ça m'est venu sur le tard, qu'il fallait que je fournisse plus d'efforts, que je m'implique plus, que je travaille plus, etc. Mais en même temps comme ça me plaisait, Mmh. ça m'allait bien. Et donc quand tu portes un regard sur cette période, c'est quoi, ton sentiment? Par exemple, moi, j'ai adoré mes années en prépa, même si c'était difficile. C'était difficile, mais enfin, ça fait partie des années où on a le plus rigolé, quoi. C'était vraiment top. Toi, quel regard tu portes sur ces années-là? Alors, rigoler, c'est vrai. Parfois, parfois, ouais, c'est vrai quand on décompresse, c'est vrai qu'on Ouais. on a l'occasion de rigoler, c'est vrai. Et puis, sur le plan, disons, enfin scolaire, en tout cas, au niveau des études, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a on apprend énormément et puis c'est, très formateur. Ouais, j'ai l'impression que ça donne un peu, enfin, parce qu'en prépa, tu apprends plusieurs choses, donc évidemment, tu apprends le contenu, mais tu apprends aussi, j'ai l'impression, à t'organiser. Enfin, tu vois, comme tu as une masse de travail qui est quand même assez conséquente et enfin, bien plus conséquente qu'au lycée, c'est aussi cette période où tu dois un petit peu apprendre à t'organiser. J'ai l'impression que
ça pose un peu les bases pour plus tard Oui, c'est vrai. ta façon Oui, de... tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et donc à ce moment-là, donc on est à une période où tu avais vaguement en tête l'idée d'être chercheur. Est-ce que tu savais donc avec précision les concours que tu visais? Je savais que, c'était les ENS, les écoles normales supérieures, qui étaient D'accord, le plus tournées vers la recherche et je savais aussi que, lorsqu'on intégrait d'autres, écoles, donc qui sont des écoles d'ingénieurs, dans cette filière scientifique, les écoles d'ingénieurs, disons, ne ferment pas non plus, les portes d'un parcours, académique, mais que c'est quand même beaucoup plus orienté vers des métiers, d'ingénieurs, enfin de cadres en général, de cadres un petit peu, polyvalents et puis voire éventuellement de hauts fonctionnaires. et donc du coup, tu as cubé et bonne nouvelle, en 2009, tu as intégré l'École normale supérieure de Lyon, Exactement, là où on s'est rencontrés. voilà. Donc toi, tu es resté là-bas donc jusqu'au master. Donc tu tout fait, tu tout fait à Lyon, à l'ENS de Lyon? Jusqu'au M2, même si, dans le cadre de mon M2, on m'a autorisé à valider certains des cours, à Paris, à D'accord, Jussieu, ce qui s'appelait d'accord. Paris à l'époque, maintenant il faut dire, la Sorbonne Université, Et oui. pour pas faire ringard. Donc j'ai pu aussi valider quelques cours, à Paris, donc en fait, je me suis fait un petit, M2 à la carte. Bon, ils ont bien voulu que je fasse ça, mais effectivement, j'ai fait l'ensemble un petit peu de mon cursus, à Lyon, ouais. Et donc quand tu es arrivé à l'ENS, donc si je résume un peu ton parcours, lycée, tu as eu une sorte de déclic où tu as dû, Mmh. déjà un petit peu, comme tu as eu un intérêt qui est arrivé pour la matière, tu t'y es mis un petit peu plus, tu as retroussé les manches, on va dire. Ouais, Prépa à nouveau une nouvelle marche, bon, ouais. qui est présente quand même pour la plupart des gens, où il faut, à nouveau hausser son niveau. Et alors l'ENS, comment ça s'est passé? C'était moins une grosse marche. Je dirais que c'était dans une continuité, à un rythme évidemment plus posé, plus tranquille Ouais. que la prépa, la préparation des concours. Et là-bas, quel genre de maths tu y as fait? Donc, quand tu arrives, la première année, c'est assez général, Mmh on mh. peut pas forcément choisir tout de suite. Souvent, c'est plutôt au Mmh. niveau du master où on va commencer à donner une coloration, particulière aux maths. Toi, donc quel genre de maths, tu y as fait et quelle coloration tu as fait le choix de donner? Au départ, je m'étais un peu orienté vers les probabilités. En tout cas, à l'époque, c'était un petit peu à la mode, en quelque sorte, parce que c'était une branche des maths, où il y avait peut-être eu plus de développement récent. Parce en 2006, il y avait Wendling Werner, je pense, qui était le premier probabiliste à obtenir la médaille Fields. Donc c'était une branche des maths qui avait été, mise en lumière peut-être un peu plus récemment, donc avec peut-être un peu où il y avait un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de fraîcheur. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a attiré. Donc au départ, c'est vers un master de probabilité que je me suis orienté. D'accord, donc Mmh. c'est en résonance un peu avec l'actu, on va dire, que tu as Oui, choisi voilà, ces maths-là. voilà. Donc naturellement, tu as continué en master recherche. En M2, j'ai pu suivre des cours de théorie des jeux. Donc il y a un des enseignants, de ces cours-là qui m'a proposé un stage. Et donc ensuite, ça s'est enchaîné avec la thèse, très naturellement. OK, donc parfaite Mmh. transition. Ouais. 2012-2016, donc tu fais un doctorat sous la direction Mmh. donc de Sylvain Saurin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Rida Laraki, Oui, c'est ça. donc à l'université Pierre et Marie Curie, aujourd'hui Sorbonne Université. Ouais. Donc intitulé «Stratégie de descente miroir pour la minimisation du regret et de l'approchabilité». Mmh mh. Beaucoup de choses à nous Ouais, expliquer là. ouais. Donc juste, avant de nous expliquer comment, s'est monté le projet, même si en gros je crois que tu l'as un peu évoqué, c'était la personne avec qui tu as fait ton stage, c'est ça? Voilà, donc la personne avec qui j'ai fait mon stage, c'était Rida Laraki, D'accord. donc qui m'a proposé de travailler un petit peu sur l'apprentissage séquentiel. Donc on va en parler un petit peu plus dans un instant. Et donc finalement, comme ça s'est pas trop mal passé, c'est vraiment dans la continuité du sujet de stage que j'ai fait ma thèse. D'accord. Voilà. Donc ça a porté sur l'apprentissage séquentiel. Donc déjà, l'apprentissage séquentiel, c'est l'ensemble des problèmes où on fait face, disons, à un environnement qui peut changer au cours du temps et où on doit prendre des décisions au fur et à mesure, étape par étape. Et le but, c'est d'obtenir des résultats de bons résultats à long terme.
Donc, dans un sens évidemment à préciser. Et donc, ce type de problème, ça apparaît dans de nombreuses disciplines, donc comme les statistiques, l'informatique ou encore l'économie. Donc, il y a vraiment des tas d'exemples. Je vais en donner un seul. On peut imaginer un problème de plus court chemin. D'accord. Disons que chaque jour, on doit on doit effectuer un trajet entre un point de départ et un point d'arrivée, qui sont toujours les mêmes. Et on peut imaginer que c'est dans un graphe. Il y a un sommet origine, un sommet arrivée. Donc un graphe, c'est en gros des points qui sont reliés ou pas par des arêtes. Exactement, voilà. Et donc, l'idée, c'est que donc chaque jour, il s'agit de choisir un itinéraire entre le point de départ et le point d'arrivée, mais que, on peut imaginer que les conditions de trafic peuvent changer chaque jour. Et donc, on peut, si on veut, choisir un itinéraire différent chaque jour. Et donc, dans ce problème, l'information qu'on va obtenir après avoir effectué chaque trajet, c'est le temps de trajet effectif donc de l'itinéraire qu'on a choisi. Donc non seulement le temps de trajet global, mais aussi le temps de trajet sur chaque portion de l'itinéraire, c'est-à-dire sur chaque arête, sur chaque portion de chemin qui relie les nœuds. Oui. Et donc ici, on a une information qui est partielle, parce qu'on ne connaît pas le temps de trajet qu'on aurait eu si on avait choisi un autre itinéraire. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on imagine. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est un exemple de problème qu'on peut résoudre avec de l'apprentissage séquentiel. C'est ça Exactement, que tu dis ? voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, plus généralement, à chaque étape, on doit prendre une décision sans connaître, disons, l'état de l'environnement, ou en tout cas sans le connaître complètement. Puis on reçoit un résultat qui dépend de cette décision et de l'état de l'environnement. Pour un problème donné, avec des hypothèses données, on cherche à construire un algorithme donc qui va prendre les décisions, donc à chaque étape en fonction de l'information dont on dispose à ce moment-là. Donc formellement, un algorithme, c'est une suite d'applications. Donc une application pour chaque étape, et à une étape donnée, l'application correspondante va de l'ensemble de l'information dont on peut disposer à cette étape, donc toutes les informations qu'on a observées lors des étapes précédentes, dans l'ensemble des décisions possibles. Et donc il a en entrée, il reçoit l'information de là où c'en est avec les étapes à ce moment-là, oui. à l'instant. Et avec ça, il va donner, c'est sa sortie, une décision. Exactement. Donc c'est ça ce qu'on appelle un algorithme ou une stratégie. Et donc, lorsqu'on a défini un algorithme, on souhaite établir des garanties, donc typiquement des garanties de bons résultats à long terme. Il y a plusieurs remarques qu'on peut faire, plusieurs remarques importantes. Donc, si on imagine qu'on a un problème où à la fin de chaque étape, on observe non seulement le résultat qu'on a obtenu avec la décision qu'on a prise, mais aussi qu'on sache quels sont les résultats qu'on aurait obtenus avec les autres décisions possibles. C'est ce qu'on appelle un problème à information complète. Mais par exemple, c'est comme si on était dans le problème où on doit choisir un itinéraire. Imaginons qu'on ait une application Google Maps par exemple, qui non seulement nous donne l'itinéraire, le temps qu'on a mis pour notre itinéraire, mais également l'état du trafic partout ailleurs. Et dans ce cas-là, on peut en déduire le temps qu'on aurait mis en prenant un autre itinéraire. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Dans ce type de problème, il y a une première remarque naïve qui serait de dire qu'on peut tout simplement choisir la décision qui aurait donné le meilleur résultat sur l'ensemble des étapes précédentes. Mais si on cherche à obtenir des garanties dans le pire des cas, il se pourrait très bien que l'état de l'environnement soit tel que la décision qu'on a prise soit la pire, en fait. Même si c'était la meilleure sur les étapes précédentes. Donc peut-être qu'une décision que tu prends là ponctuellement, elle s'avère être la meilleure ponctuellement, mais que finalement, si tu prends du recul, ça te mène dans le pire des cas. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Même si on s'est appuyé sur l'ensemble des informations qu'on a eues dans le passé et qu'on a choisi la décision qui aurait donné le meilleur résultat sur l'ensemble des étapes précédentes. Je veux dire, intuitivement, c'est souvent ce qu'on fait. Quand on doit prendre une décision, et si on a des informations sur le passé, c'est normal, on a tendance à choisir la décision qui, dans le passé, aurait donné les meilleurs résultats. C'est assez intuitif. Mais quand on cherche à obtenir des garanties de type pire des cas, c'est pas la bonne chose à faire, puisque dans le pire des cas, la décision qu'on a prise, même si elle aurait été bonne sur l'ensemble du passé,
peut se trouver être la pire au temps présent. Donc, en fait, cette remarque, elle est valable quelle que soit la façon dont on choisit notre décision. Et donc, on a l'impression qu'on peut pas se garantir grand-chose. Quoi qu'on fasse, on peut être dans le pire des cas. On peut imaginer que en fait l'environnement joue contre nous aussi. Ça, c'est dans le pire des cas, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, voilà. Et on a l'impression qu'on peut pas trop s'en sortir, mais il y a une idée importante qui va être de choisir les décisions de façon aléatoire, d'introduire l'aléatoire dans le choix de notre décision. C'est-à-dire de d'abord choisir une distribution de probabilité sur l'ensemble des décisions, puis ensuite de tirer, selon cette distribution, la décision qu'on prend. Donc au lieu de décider que je vais appuyer sur le bouton rouge, je décide d'abord que je vais appuyer sur le bouton rouge avec probabilité peut-être 2/3 et sur l'autre bouton avec probabilité 1/3. Je prends d'abord cette décision et ensuite j'utilise de l'aléatoire pour ensuite prendre ma décision de façon aléatoire, selon cette distribution. Donc là, quelque part, tu es en train d'introduire de l'aléa là, dans ton algorithme. Donc ça fait partie de ces cas, c'est quelque chose dont j'avais déjà discuté avec un précédent invité, où le fait d'introduire un peu d'aléatoire va venir t'aider. Bah oui, ça va m'aider parce que justement, c'est un peu la clé, c'est une idée clé. Ouais. Ça permet en quelque sorte de contrecarrer le pire des cas. C'est-à-dire que même si l'environnement va chercher à me nuire, ce qui est possible dans le pire des cas, eh bien, il pourra pas anticiper l'aléatoire que j'introduis. C'est ça l'idée. Ah oui, d'accord. Là, je comprends. Ok. Le fait de rajouter quelque part, si tu ramènes ça à des gens, le fait de rajouter une part de spontanéité fait que tu peux pas complètement cerner la personne et donc tu peux pas en faire ce que tu veux, quoi. Et d'ailleurs, mais ça c'est quelque chose que aussi les sportifs connaissent très bien, puisque par exemple quand on doit tirer un penalty, pour faire simple, le tireur peut vouloir mettre le ballon à gauche ou à droite pour faire très simple. Ouais. Et puis le gardien, en fait, on sait que le gardien, en fait, n'a pas le temps d'attendre de voir de quel côté le joueur a tiré. Donc il doit choisir avant. Le gardien doit prendre une décision avant. Et donc ça, c'est typiquement une situation où si on est prévisible, si on a une fonction de décision déterministe, c'est quelque chose qui est que l'adversaire peut exploiter de façon assez simple. Donc les sportifs utilisent de l'aléatoire pour contrecarrer même un adversaire, disons, qu'on peut imaginer omniscient. Voilà. Ok, donc s'il y a des gens qui jouent au foot, sachez-le, si maintenant, avant de tirer un penalty, prenez une pièce et lancez-la pour décider de quel côté vous allez tirer. Voilà. Et donc ça c'est un aspect important de l'apprentissage séquentiel. Et il y a un autre aspect important qu'on appelle l'équilibre entre l'exploitation et l'exploration. Ça c'est quelque chose d'assez connu. Donc là il faut considérer les problèmes où on est informé que du résultat qu'on a obtenu, mais pas des résultats qu'on aurait obtenus avec une autre décision. D'accord. Donc on appelle ça les problèmes de bandit. Alors c'est en référence aux machines à sous qu'on appelle les bandits manchots, mais bon, peu importe la référence. Donc en fait dans ce type de problème, il y a un dilemme parce que la décision qu'on prend, on la prend elle détermine le résultat qu'on obtient, mais également l'information qu'on obtient. Parce que et oui, puisque une fois que tu as pris ta décision, tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu avais pris une autre décision. Exactement. D'accord. OK. Donc il faut d'une part prendre les décisions qui semblent être les meilleures, donc sur la base des informations qu'on a obtenues. Ça s'appelle l'exploitation. Mais également prendre de temps en temps d'autres décisions pour continuer à obtenir des informations, pour continuer en quelque sorte à prospecter. Donc un exemple qui est peut-être pas très dans l'air du temps d'aujourd'hui, mais si on a une compagnie pétrolière et qu'on cherche des gisements de pétrole, eh bien en fait évidemment on a des ressources en tout cas pas illimitées. Donc en fait on peut concentrer nos efforts pour exploiter les puits de pétrole qu'on a déjà trouvés. Mais on peut vouloir aussi continuer à fournir des efforts d'exploration pour essayer de trouver d'autres puits de pétrole, éventuellement des puits de pétrole qui sont bien plus importants. Donc en fait, il y a un équilibre, il y a un dilemme entre le fait d'exploiter l'information qu'on a déjà et l'effort qu'il y a à fournir pour obtenir de nouvelles informations. Mais j'imagine qu'il y a un équilibre qui est difficile à trouver parce que quand tu vas plutôt du côté de l'exploration, tu peux du coup prendre des décisions qui vont pas être les meilleures. Absolument. Ouais. Donc finalement, l'équilibre à trouver est évidemment assez
assez précis, quoi. C'est quelque chose d'assez subtil. Voilà. Ça, c'est un autre aspect important. Voilà, je pense que ça permet d'avoir un petit aperçu de l'apprentissage séquentiel. Donc, Ok. ma thèse, donc, elle a porté sur l'adaptation d'algorithmes d'optimisation au départ à Mhm. l'apprentissage séquentiel. En fait, la parenté entre ces deux domaines, elle est Ah. connue depuis au moins, disons, 20-30 ans. Mais bon, Mhm. c'est quelque chose que j'ai pu étendre et approfondir dans ma thèse et puis l'appliquer aussi à certains problèmes spécifiques. Et donc, si tu veux, je peux aussi dire un petit mot sur l'optimisation parce que Ouais, j'aimerais bien, ça ouais, va ça nous permettre permet de faire de... justement des liens aussi avec l'autre chose dont on Absolument. va parler un peu plus tard. Donc l'optimisation, donc c'est un domaine très vaste, hein, donc c'est avec des problèmes de nature très différentes, mais je vais évoquer seulement un seul type de problème qui est qui est quand même très important, qui est l'optimisation continue en dimension finie. Donc on considère qu'on a une fonction définie dans un espace de dimension finie, disons RD, R puissance D, ou alors on peut imaginer ça comme une machine où on a plusieurs molettes qu'on peut ajuster, et puis il y a un nombre qui nous est donné comme résultat. Mhm. Voilà, tout simplement. Et Ouais. donc, en fait, moi j'aime bien l'analogie avec les molettes parce que dans les problèmes courants, en fait, quand on cherche à faire de l'optimisation dans la vraie vie, en fait, c'est comme régler des molettes, c'est comme trouver Ouais, ouais, un ouais. réglage optimal. Donc, Mhm. on imagine qu'on a une fonction f qui va de RD dans R, qu'on appelle fonction objectif. Et donc l'objectif, justement, ça va être de minimiser cette fonction, c'est-à-dire de trouver le point, le réglage des molettes, Mhm. où la valeur de la fonction va être minimale. Donc déjà, on Mhm. suppose que la fonction admet un minimum, on suppose que ça existe. Et le souci, c'est que ce genre de problème, ça peut se résoudre de façon exacte seulement pour des fonctions extrêmement simples. Mais sinon, voilà, pour des fonctions complexes, des fonctions en très grande dimension, on va être obligé de se contenter de solutions approchées, mais c'est pas si grave. Et les algorithmes qu'on va considérer, donc, vont être des algorithmes qu'on appelle itératifs, c'est-à-dire qui prennent un point initial, c'est-à-dire un réglage initial des molettes, peu importe, Ouais. et, et qui ensuite vont construire une suite de points, une suite De réglages de réglages différents. successifs, De réglages. des Ouais. molettes sur notre Ouais. machine, et on espère qu'en fait que la suite va vérifier une forme de convergence vers une solution, c'est-à-dire que on va de plus en plus s'approcher Mhm. vers un réglage des molettes qui va donner la valeur minimale, qui va être Mhm. optimale. Mhm. Donc, lorsqu'on a un tel algorithme, on peut choisir de calculer un certain nombre d'itérations, c'est-à-dire d'effectuer une certaine opération plusieurs fois, et Mhm. alors le dernier point obtenu, le dernier réglage obtenu, ou parfois c'est la moyenne des points, peu importe, ça va être notre solution approchée. En tout cas, c'est le type de garantie qu'on souhaite obtenir. Ouais. D'accord. Donc un aspect important, c'est que c'est la façon dont l'algorithme accède à la fonction f. Donc une famille importante d'algorithmes accède à la fonction f en calculant le gradient de la fonction. Donc l'exemple de base, c'est la descente de gradient, mais donc à quoi ça correspond? En fait, on peut s'imaginer le graphe de la fonction, disons comme une région de montagne, où Mhm. l'altitude correspond à la valeur, Mhm. et on cherche le point le plus bas. Mais bon, le souci, c'est qu'on est dans le brouillard, et donc on suppose qu'on n'a pas du tout la vision du paysage. Tout ce qu'on Donc, peut... alors attends, donc nous, en gros, c'est comme si on se baladait sur la fonction. Donc là, on est en 3D, ok? C'est ça? Voilà, Et c'est donc l'image. Ouais. c'est vallonné, il y a des montagnes, etc. Il y a du plat, Mm. et nous, on se balade. Donc Mm. on vise sur notre fonction. Ok. Et donc, on n'a aucune vision du paysage, on est dans le brouillard, donc Ok. tout ce qu'on peut voir, c'est la pente du point où on se trouve. On regarde à nos pieds, on regarde quelle est la pente de la Mhm. montagne à Ouais. cet endroit-là. Et la descente de gradient, c'est l'algorithme tout simple qui consiste à faire un pas dans la direction de la pente descendante, dans la Mhm. direction opposée du gradient. Et ce qui est important, c'est que une grande partie des algorithmes qu'on étudie et qui sont très utilisés sont des variantes et des sophistications de la descente de gradient. Donc c'est absolument fondamental. Et avec ce genre d'algorithme, typiquement, on va calculer un gradient à chaque itération. Et ce qu'on souhaite obtenir, donc c'est une solution approchée, assez précise, en ayant calculé le moins d'itérations possible, puisque à chaque itération, on l'a dit, on calcule un gradient, et c'est ça qui représente un coût de calcul. C'est ça qui Mhm. prend du temps et de la ressource, parce que on imagine évidemment que la fonction f, elle n'est pas toute simple,
et que la dimension de l'espace dans lequel on se déplace, bah, il est éventuellement très grand, voire énorme, peut-être 1 milliard. Donc en fait, c'est le calcul du gradient qui Donc, qui est pour coûteux. notre image, c'est le fait de chercher la pente descendante. Si Voilà, je reviens à notre voilà, image, c'est déterminer ça la qui te pente, coûte. voilà, Ouais. déterminer la pente de l'endroit où on se trouve. Et ben, il faut comprendre que ça, c'est quelque chose qui a un coût de calcul, ça doit se calculer. Et donc, évidemment, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver rapidement une solution approchée, bah, en calculant le moins de gradients possible, puisque c'est, bah, calculer un gradient, bah, justement, c'est ce qui prend du temps. Mhm. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la vitesse de convergence, c'est-à-dire à quelle vitesse la valeur de la fonction en les différents points successifs s'approche de la valeur du minimum, tu vois, en fonction du nombre d'itérations. Donc ça, c'est pour une présentation très basique de l'optimisation continue. Puis on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et donc, les liens, tu parlais des liens avec... parce que tu as dit, il y a une phrase que j'ai pas bien compris tout à l'heure, tu disais, c'est connu depuis assez longtemps que c'est des domaines... Ah oui, je sais plus le terme que tu as utilisé. Oui, entre l'apprentissage séquentiel et les algorithmes d'optimisation, Ouais. on sait depuis 20-30 ans qu'il y a des liens assez importants. Il y a des algorithmes qui ont été initialement construits pour les problèmes d'optimisation. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi les utiliser pour les problèmes d'apprentissage séquentiel. D'accord. Donc c'est pas évident. En fait, il y a une façon de voir en fait les problèmes d'optimisation comme un cas particulier de problème d'apprentissage séquentiel. Donc c'est pas forcément évident, mais il y a ce lien-là. Et donc en fait, tous les outils qu'on peut développer en fait peuvent s'appliquer à certains problèmes d'optimisation et certains problèmes d'apprentissage séquentiel. Voilà. Donc c'est au niveau de la construction et l'étude des algorithmes. Ok. Voilà. Ok. Donc alors, je vois un peu plus les questions qui t'ont intéressé, mais du coup il y a 2 choses que je me demande. La première, c'est du coup, toi, concrètement, tu faisais... Parce que quand tu parles d'algorithme, les gens vont visualiser tout de suite du code, etc. Toi, tu passais du temps à écrire les algorithmes, les coder, etc. ou à réfléchir sur la théorie qui te permettait de construire ces algorithmes. Qu'est-ce que tu faisais précisément? Au départ, c'est la définition, c'est la construction des algorithmes, mais c'est-à-dire la formule, disons, qui définit les algorithmes, et leur étude théorique. Étude théorique, c'est-à-dire la démonstration que tel algorithme nous garantit ce résultat, nous garantit le fait d'avoir une solution aussi bonne à telle précision près en moins de temps d'itération. Ça, c'est le genre de garantie qu'on va démontrer. Moi, principalement, sur ces sujets-là, ce que je fais, c'est je définis des algorithmes, c'est-à-dire je trouve une formule en quelque sorte. Ensuite, je démontre des garanties. Donc ça, c'est l'étude théorique des algorithmes. Et puis ensuite, sur certains problèmes, sur certains projets, j'implémente ces algorithmes pour les faire tourner en vrai sur des ordinateurs. D'accord. Et par curiosité, tu codes en quel langage? Moi, je fais du Python. Python, d'accord. Ok. Et alors, ça paraît complètement... là, on vit dans le monde abstrait des maths avec tout ce que tu nous as raconté. Est-ce que au moment où tu faisais ta thèse, déjà, vous aviez des domaines d'application ou c'était... tu vois, enfin, est-ce que les stratégies que vous vouliez établir, c'était dans un cadre particulier? Non, alors, dans le cadre de ma thèse, c'était vraiment l'étude théorique qui m'avait occupé. Ouais. C'était définition, étude théorique, et puis essayer de montrer que tel algorithme, dans un problème donné, offre la meilleure garantie possible. Ma thèse était vraiment axée sur ce type de résultat. Mais après, bon, voilà, depuis, je me suis bien sûr, ouais. Donc tu restais vraiment juste avec des objets mathématiques et donc concrètement, les variables ne représentaient rien. C'était pas... c'était pas des problèmes concrets. Voilà. Ouais, d'accord. C'était pas des problèmes concrets. Et alors effectivement, mais depuis, évidemment, j'ai un peu ajouté des cordes à mon arc. Okay. Donc effectivement, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Je travaille aussi sur des problèmes concrets avec des vrais problèmes, des vraies données, et aussi j'implémente, je programme les algorithmes, enfin certains algorithmes que je définis théoriquement.
Ok. Bon, on va bientôt y arriver. Juste avant, pour un peu conclure sur cette partie de thèse. Donc, merci beaucoup. C'est très clair, les problèmes qui t'intéressaient. Euh, d'un point de vue plus pratique, est-ce que, enfin, comment t'as vécu ta période de thèse? Comment ça s'est passé? Bah, moi, je trouvais que c'est la belle vie parce que parce qu'en fait, on est encore très insouciant et puis en fait, finalement, la vie est simple. En fait, finalement, on a très peu de choses auxquelles il faut faire attention. En fait, on a peut-être deux, trois problèmes sur lesquels on travaille et puis Mhm. on peut vraiment se concentrer à plein temps sur ces problèmes. C'est-à-dire, plus tard, je veux dire, quand on grandit un petit peu dans, en tant que chercheur, on a différentes petites responsabilités, des choses à organiser, des étudiants encadrés, on est un petit peu à droite à gauche, on est beaucoup plus dispersé, donc c'est plus difficile de trouver des créneaux pour se concentrer à fond sur un problème. C'est-à-dire Mhm. quand on était en thèse, il y a des périodes où je sais pas, pendant plusieurs semaines de suite, je ne travaillais que sur un seul problème Mhm. du matin au soir. Donc ça, c'est en fait, je me rends compte que c'était vraiment un luxe. Et puis c'est un type de travail où le fait d'être concentré, le fait de ne penser à rien d'autre, ça nous permet, ça nous aide beaucoup à avancer. Mhm. Donc pour cette raison-là, je trouvais que c'était un peu la belle vie. Et donc 2016, donc tu as soutenu du coup à Sorbonne Université Mhm. à Paris. Et donc ensuite, j'ai vu que 2016-2018, tu as décroché un post-doctorat. Donc Oui, tu étais affecté au CEMAP, Centre de ouais, mathématiques appliquées c'est de ça. Ouais. Polytechnique. Comment est-ce que tu as vécu tes années de post-doc? Parce que donc, je développe, c'est quand même un peu particulier parce que souvent, tu arrives, des fois, tu as des choses à finir de ta thèse, il faut que tu démarres des choses sur ton post-doc. Il faut, si tu veux candidater, que tu fasses tes dossiers. Donc, il faut aussi que tu ailles te faire connaître un peu partout. Enfin, voilà, il y a vraiment, Bah, c'est pas des années simples. non, non, effectivement, moi je trouvais que les années de postdoc c'était très compliqué. C'est très compliqué parce que justement c'est autant en thèse, je trouvais que c'était la belle vie parce que la vie était simple justement parce que on a quelques problèmes, on travaille sur ces problèmes et puis on n'a pas à se soucier d'autre chose tout simplement quoi. C'est Mhm. vraiment très simple. Alors que comme tu disais, quand on arrive en postdoc, c'est-à-dire on est en CDD et donc on n'a pas encore de poste permanent, donc il y a plein de choses à faire. Il faut effectivement préparer les dossiers de candidature. Il faut faire des exposés pour se faire un petit peu connaître. Il y a des choses à terminer. Il y a aussi des nouvelles choses à démarrer. Donc en fait, il y a plein de choses d'un coup. C'est un petit peu aussi un peu un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire, on n'est plus dans le nid. Quoi. Il faut prendre son envol. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Quoi. On sort vraiment je trouve, de sa zone de confort. Mhm. Mais bon, c'est aussi très formateur. Et puis, moi, pendant mes années de postdoc, j'ai pu justement élargir un petit peu Mhm. mes sujets de recherche, enfin étendre mes sujets de recherche. Donc en particulier, plus vers le machine learning et l'optimisation. Voilà, mais bon, D'accord. Ouais, ça c'était c'est, l'occasion d'ouverture thématique. voilà. Mais bon, ça a pu se faire assez naturellement aussi, puisque ce sont des sujets qui sont adjacents Oui, oui, à mon c'est sujet c'est de c'est pas thèse. comme si tu avais fait des choses complètement Voilà. déconnectées, c'est un peu Ouais. connexe. Et donc la deuxième année, donc tu as décroché un poste de CR donc à l'INRAE, j'ai expliqué, Ouais. c'est un institut qui est quand même particulier parce que c'est de l'agronomie. Alors, est-ce que donc que tu occupes depuis 2018 maintenant, Mhm. est-ce que déjà à l'époque, tu avais des ouvertures thématiques, des applications au moment où tu as candidaté qui faisaient que tu t'insérais naturellement dans l'agronomie? Non, en fait, c'était pas du tout mon idée au départ, mais il y avait une fiche de poste euh, à INRAE. Enfin, à l'époque, c'était l'INRA parce qu'il y a eu une Oui. fusion entre deux organismes. Mais en fait, il y avait une fiche de poste où, parmi les mots clés, il y avait machine learning, enfin apprentissage séquentiel aussi. Donc en Mhm. fait, ça Mhm. tombait pile dans le sujet de ma thèse. Donc tout simplement, j'ai postulé et puis j'ai été recruté. Donc finalement, c'est la fiche de poste, c'est les thématiques qui étaient mentionnées sur la fiche de poste qui correspondaient à mon profil qui ont fait que Ah, j'ai c'est marrant. postulé. Donc aujourd'hui, ton domaine d'application, c'est tu es arrivé là par le type de maths que tu faisais en fait, parce que comme tu faisais Exactement, un certain type de maths, ouais, exactement. d'accord.
pour le coup, j'ai reçu des gens de l'INRIA, je connais très bien, du CNRS, je connais très bien, des gens qui sont en poste à l'université. Mais alors l'INRAE, c'est l'un des instituts, là, pour le coup. Bah, effectivement, donc c'est un institut, un organisme de recherche national, donc comme tu l'as dit, un peu similaire au CNRS ou à l'INRIA. Donc ça comporte de nombreuses disciplines qui sont en lien direct ou indirect avec l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc je lis en lien direct, indirect parce qu'il peut y avoir des mathématiques, il peut y avoir de l'informatique ou encore pas mal d'économie aussi. Et donc c'est l'institut qui recrute des chercheurs, aussi des ingénieurs, des techniciens, donc qui sont des postes sans charge d'enseignement et qui sont affectés dans des unités de recherche un peu partout en France. Voilà. Et bon, il y a aussi du personnel administratif qui n'est pas forcément rattaché à une unité de recherche. Et donc ces unités de recherche peuvent être propres à INRAE. Donc en fait, il y a des laboratoires qui ne comportent que du personnel, disons INRAE, et il y en a d'autres, c'est le cas du mien, qui sont aussi rattachés à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, ce qu'on appelle des UMR, donc unités mixtes de recherche qui contiennent à la fois des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et donc, bon, ça c'est un peu similaire aussi au CNRS et un peu à l'INRIA aussi. Et donc, il y a au total 11 000 employés, il y a un budget de 1 milliard par an, et il y a 268 unités de recherche. Donc, c'est assez important quand même. Et donc, les thématiques de recherche sont quand même assez variées. Il y a des choses autour de l'alimentation humaine, donc comportement alimentaire, lien avec la santé, le bien-être, l'environnement, etc. L'économie et les sciences sociales de l'alimentation aussi. Ah oui. Il y a tout ce qui tourne autour de l'eau, les écosystèmes aquatiques, Oui. la biologie des plantes, la santé des plantes, puis plus généralement l'écologie, la biodiversité. Il y a aussi la génétique animale, donc compréhension de la génétique pour améliorer les systèmes d'élevage. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la santé animale. Et puis aussi tout un département, donc c'est le département Matnum auquel j'appartiens. Donc c'est le département mathématiques, informatique, sciences des données et technologie du numérique, dont les préoccupations principales sont, aujourd'hui on met ça en avant, c'est l'intelligence artificielle, la science des données, le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage, les modèles statistiques, ça c'est très important aussi pour différentes applications, les sciences de l'information, de la communication, aussi la robotique. Il y a aussi pas mal de robotique autour par exemple, de l'agriculture. Donc ça, voilà. Et donc tous ces domaines-là, évidemment, aussi en lien avec les applications, les disciplines propres à INRAE. Wow, c'est Voilà bien plus vaste que ce que je pensais, effectivement. Ok. Très bien. Et donc, comme je disais, depuis 2018, tu es maintenant en poste à l'INRAE. Et donc, on va tranquillement passer à la deuxième partie de l'émission sur ton métier de chercheur actuel. Donc, on l'a un petit peu évoqué, mais là, ça va être le moment, je vais pouvoir te poser les questions que j'ai envie de te poser sur, de façon générale, tes thématiques de recherche. Je vais directement d'ailleurs te demander, est-ce que c'est lié à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est lié au machine learning? Et qu'est-ce que ça veut dire que tous ces mots? Alors, effectivement, moi j'ai donc d'une part des projets assez théoriques et ensuite des projets assez appliqués justement en lien avec différentes applications, voilà, avec ce sont souvent des collaborations pluridisciplinaires. Et donc au niveau des projets théoriques, je travaille donc toujours sur des algorithmes d'apprentissage séquentiel, donc déjà ceux sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse, et donc mais également, puisque c'est assez lié, sur des algorithmes d'optimisation, on en a parlé, et surtout les algorithmes d'optimisation qui sont motivés, qui sont sollicités par les problématiques de machine learning. Et donc je peux dire un mot sur ce que c'est que le machine learning. Donc volontiers. Si on voulait alors attends, déjà juste, est-ce que apprentissage et machine learning, c'est la même chose ou pas? Oui, c'est oui. Mais par contre, c'est pas pareil que apprentissage séquentiel. Apprentissage séquentiel, c'est peut-être un peu plus spécifique. C'est on peut voir ça comme une branche de l'apprentissage. D'accord. Et voilà. Quand je dis apprentissage, c'est synonyme de machine learning. Ok. Et donc, si on voulait résumer le machine learning en une phrase, ça pourrait être apprendre des fonctions à partir de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, on peut distinguer deux branches importantes de l'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé.
Donc, on peut commencer par présenter l'apprentissage supervisé avec un exemple. Donc, imaginons qu'on dispose de données, donc sous la forme d'un tableau, admettons. Donc, un exemple pas très intéressant, mais imaginons qu'on ait des données de prix de l'immobilier, par exemple, où chaque ligne correspondrait à un bien immobilier, donc avec des colonnes comme la superficie, l'étage, le nombre de pièces, le département, etc. Et aussi le prix de vente. Un but envisageable, c'est d'apprendre, donc à partir de ces données, à prédire le prix de vente d'un appartement, c'est-à-dire à apprendre une fonction qui donne le prix, ou une prévision du prix, en fonction des autres caractéristiques du bien immobilier. D'accord. Donc le prix, c'est ce qu'on appelle ici la variable à prédire, et les autres caractéristiques, c'est ce qu'on va appeler les variables explicatives. On dit aussi les covariables. Bon, et donc ce problème, donc de trouver une fonction, en fait, on va le formuler, on va l'écrire sous la forme d'un problème d'optimisation continue en dimension finie, donc comme ce que tu nous as expliqué. Voilà. Et donc voilà. Et donc pour ça, on peut pas chercher parmi toutes les fonctions possibles parce que là, l'optimisation, elle va se faire en dimension finie, donc c'est-à-dire avec un nombre fini de molettes. Donc en fait, on va toujours se restreindre à une famille de fonctions qu'on peut décrire avec un nombre fini de nombres réels. Donc on se donne une famille qu'on peut décrire avec un nombre fini de molettes, en fait, un nombre fini de coefficients. D'accord. Donc, et la quantité qu'on va chercher à minimiser, en l'occurrence, elle va mesurer, donc sur les données dont on dispose, la différence entre la prédiction donnée par la fonction considérée et la vraie réponse, le vrai prix. Et c'est une quantité qui va s'écrire comme une moyenne sur l'ensemble des données, donc l'ensemble des biens immobiliers dont on dispose. Et donc ça, c'est le fait que ça s'écrive comme une moyenne, c'est une caractéristique importante sur laquelle on va revenir plus tard. La particularité de l'apprentissage supervisé, on a des exemples de bonnes réponses. D'accord. Et c'est justement en s'appuyant là-dessus qu'on cherche à construire une fonction qui va permettre, qui va pouvoir être utilisée sur des exemples où on n'a pas la vraie réponse. Ok. Et donc la minimisation, elle va donner donc dans la famille de fonctions considérées, la fonction qui en a un certain sens prédit le mieux la réponse, le prix, en fonction des variables explicatives. Puisque justement la quantité qu'on a minimisée, elle mesure l'écart exactement entre la réponse prédite et la vraie réponse sur les exemples considérés. Et donc cette approche-là, c'est ce qu'on appelle la minimisation du risque empirique, peu importe le nom. Et en fait, la plupart des algorithmes d'apprentissage sont de ce type, exactement comme ça, ou un peu ou une variante. Et donc ça, c'est pour l'apprentissage supervisé. C'est assez simple à expliquer. Et l'autre grand type de problème, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, on souhaite toujours apprendre une fonction, mais il n'y a pas, dans les données dont on dispose, d'exemples de bonnes réponses. Donc, en fait, c'est quelque part, ce sont des problèmes où il faut inventer les bonnes réponses. Et alors, je peux essayer de donner un exemple pour s'imaginer un peu à quoi ça correspond. En fait, si on considère des données, disons des données d'expression génétique des cellules. En fait, aujourd'hui, lorsque les biologistes étudient un ensemble de cellules sur un organisme, en fait, ils sont capables d'enregistrer le nombre et le type de protéines produites exactement par chaque cellule individuellement. Donc ça, c'est assez récent. C'est ce qu'on appelle la technologie single cell. Et donc, une question qui intéresse les biologistes, c'est, donc après avoir effectué toutes les mesures, les observations, c'est de regrouper les cellules qui se ressemblent en différents types, en différentes catégories. Mais il y a a priori, il n'y a pas de bonne réponse a priori, c'est pas marqué sur la cellule, je suis de tel type. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut créer une classification des cellules sur la base des différentes protéines que chacune a produit. Et donc, il s'agit d'apprendre donc une fonction qui associe donc les données associées au comptage des protéines produites par chaque cellule à une catégorie, donc une catégorie qu'on peut appeler arbitrairement A, B, C par exemple. Donc, typiquement, il n'y a pas de bonne réponse a priori, comme dans le cas de l'immobilier. C'est un problème d'apprentissage non supervisé. D'accord. Voilà. Ok.
Donc voilà, ça c'était pour le machine learning. Donc comme je te disais dans mes recherches théoriques, voilà, je continue toujours à définir et à étudier des algorithmes d'un point de vue théorique, donc à démontrer des garanties. Et il y a un autre aspect, donc en particulier sur lequel je travaille et sur lequel je vais revenir dans ma carte blanche, c'est les algorithmes d'optimisation spécifiques aux problèmes de machine learning. Comme je l'ai dit, les problèmes de machine learning, souvent, c'est une optimisation qui s'écrit comme une moyenne. Ouais. Et donc, en fait, il y a des façons de tirer profit de cette structure-là. Et donc, ça, c'est quelque chose où il y a eu des développements récents dont je vais parler dans ma carte blanche. Et donc là, c'est en gros la thématique générale de ton travail actuel. Tu fais entre autres du machine learning, de l'optimisation et de si je dis de l'apprentissage, je vais dire et de l'apprentissage séquentiel, comme ça j'ai précisé. Du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer des problèmes que tu regardes en ce moment qui t'intéressent, maintenant qu'on sait que tu fais des applications? Ah, ouais, alors au niveau des applications, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. À INRAE, il y a pas mal de sollicitations d'autres disciplines qui ont des besoins en optimisation et surtout en machine learning. Donc là, il y a plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels je travaille. Par exemple, un projet avec les botanistes, en fait, qui souhaitent prédire pour toutes les espèces de plantes le niveau de menace d'extinction. En fait, la menace pour chaque espèce de plante, en fait, elle est déterminée à la main, en fait, seulement pour un petit nombre d'espèces, parce que c'est un travail très fastidieux et donc il y a peut-être, je sais pas, il y a plusieurs centaines de milliers d'espèces de plantes connues, et il y a ce travail de détermination du niveau de menace, elle est effectuée à la main pour peut-être 20 000, 30 000 espèces. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui collectent des informations autour de cette plante, sur son abondance, sur les endroits où cette plante a été observée, sur la diversité des lieux géographiques où elle se trouve, qui utilisent plein d'informations, et puis qui ont peut-être des critères, sûrement des critères à vérifier pour que la plante soit classifiée comme non menacée ou préoccupant, etc. Oui, d'accord, c'est ça à la main, c'est que c'est vraiment un travail de fourmi, c'est vraiment les gens qui mettent le nez dedans et qui ensuite décident eux-mêmes avec tout ce qu'ils ont. Avec un certain nombre de critères qui se sont donnés. Voilà. D'accord, ok, je comprends. Et donc c'est un travail fastidieux, donc qui a été effectué seulement pour une petite partie des espèces. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces menaces déjà déterminées pour apprendre à prédire la menace à partir de tout un tas de variables explicatives. Donc, comme je l'ai dit, le nombre de régions où la plante pousse, le nombre de fois que la plante a été vue pendant telle période, etc., le climat dans telle ou telle région, etc. C'est typiquement un problème d'apprentissage supervisé. Le niveau de menace a été déterminé pour un petit nombre, 30 000, c'est quand même pas mal. Et donc, voilà, on utilise ces bonnes réponses déjà déterminées, ce qu'on considère comme étant des bonnes réponses, pour apprendre une fonction qui nous permettrait de prédire sur l'ensemble des espèces de plantes le niveau de menace. Donc ça, c'est... Et du coup, la question que je me pose, c'est quand tu fais des collaborations comme ça avec des domaines d'application vraiment précis, est-ce que, en gros, c'est juste de la traduction de tes algorithmes à ce cas-là, ou tu dois quand même à nouveau remettre un petit peu les mains dans le cambouis et adapter tes algorithmes? Alors, ça dépend beaucoup des problèmes, quoi. Ça, c'est, il y a, en fait, il y a des projets pour lesquels c'est pas du tout mes algorithmes, c'est les algorithmes les plus adaptés pour les problèmes. Voilà, on utilise, on réinvente pas la roue, quoi. On utilise des algorithmes existants, performants voilà, pour certains problèmes, c'est tout à fait suffisant. Et puis pour d'autres problèmes, on peut avoir besoin, voilà, de développer des algorithmes un peu spécifiques pour essayer de s'adapter à un problème qui a une structure particulière, par exemple, pour essayer d'améliorer ce qui se fait de mieux pour ce type de problème. Et donc, ça veut dire que tu es en interaction directe avec les acteurs du secteur auquel tu appliques tes maths. Par exemple, là, les botanistes, tu travaillais avec eux, tu discutais avec eux. Ah oui, c'est à la demande des botanistes, voilà, qui ont leurs problématiques, qui ont leurs besoins, qui viennent nous solliciter, et puis on travaille donc vraiment sur des problèmes très concrets et très pertinents pour eux. Et il y a pas, parce que des fois, j'ai reçu des gens qui, par exemple, travaillent avec des médecins ou des biologistes. Des fois,
t'as un langage. Ah oui, bien sûr. Parfois, c'est pas toujours facile de se comprendre. Effectivement, on n'a pas. Parfois, oui, il y a des choses. Bah oui, il y a des choses basiques que le botaniste, par exemple, doit expliquer patiemment, voilà, pour qu'on comprenne bien, et puis inversement, quoi. Oui, donc il y a toujours un effort à faire pour bien communiquer et se comprendre. Okay. Alors, mais je peux aussi te donner d'autres exemples d'applications. Il y a par exemple le comportement animal. Donc à INRAE, ça fait partie des sujets intéressants. L'idée, c'est de mettre des capteurs, enfin en fait, c'est-à-dire des accéléromètres sur les animaux d'élevage, donc comme les vaches, les chèvres, etc. Et l'idée, c'est d'apprendre à déterminer le comportement de l'animal en fonction des données de capteurs, parce qu'en fait, sinon, les animaux, quand ils évoluent toute la journée, on peut pas les suivre individuellement, même si parfois on met des caméras. Ces caméras, il faut regarder les images, il faut voir un peu ce qui se passe. Mais donc l'idée, c'est d'avoir des accéléromètres sur chaque animal individuellement, et ensuite, en fait, d'apprendre à déterminer le comportement. Est-ce que la vache est en train de marcher, en train de ruminer? Est-ce que l'animal est couché, etc. Pour pouvoir avoir cette prédiction qui est possible en fonction des données des capteurs, pour ensuite pouvoir détecter plein de choses, comme par exemple des anomalies, des problèmes de santé, etc. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est très important en ce moment, c'est le bien-être animal. Donc, à partir de son comportement, essayer de voir si ça va bien au niveau du bien-être aussi. Bon, donc ça c'est un des projets auxquels je participe. Et aussi, très important, c'est la prédiction génomique. Donc, c'est-à-dire tout simplement, à partir du génome d'un animal ou éventuellement d'une plante, en fait, apprendre à prédire les caractères phénotypiques. Donc ça c'est assez intéressant, puisque quand on fait tourner des algorithmes comme ça, on aime bien aussi avoir de grosses données. Ça c'est toujours, c'est un peu comme quand on conduit de gros engins ou des gros avions. Il y a un plaisir, il y a une sorte de plaisir là dans l'envergure. Et donc les données génomiques, c'est des données assez importantes, en fait, mine de rien, quand même, dans un ADN, même d'une plante, même. Voilà, c'est quand même des données assez importantes. Il peut y avoir 40 000 gènes pour un animal, donc c'est énorme. Voilà, donc tout simplement, à partir des données génome de chaque individu, apprendre à prédire ses caractères phénotypiques. Donc, encore une fois, un problème d'apprentissage supervisé. Donc, comment ça va s'exprimer, la plante, de quelle couleur elle sera, de quelle taille seront ses... Est-ce que le cheval va être rapide? Est-ce que la vache va donner beaucoup de lait, etc. Donc c'est quelque chose qui permet justement d'avoir des réponses, en tout cas des prédictions, très en amont. On n'a pas besoin d'attendre que le cheval grandisse pour savoir si ça va être un champion. Ok, d'accord, je comprends. Et est-ce que du coup ça te plaît d'être allé comme ça vers plus d'applications, d'aller vers des choses plus concrètes ou... Oui, en fait ça permet aussi de voir, en fait, quand on travaille avec des données importantes, des problèmes où les calculs qu'on doit effectuer sont très coûteux. En fait, ça permet de voir quels sont les types d'améliorations qui seraient intéressants pour les algorithmes. Et donc ça, même si un projet appliqué va pas immédiatement donner lieu à une avancée théorique, en fait, le fait de voir ces problématiques-là, ça permet d'orienter en fait les recherches et les idées sur les nouveaux algorithmes. D'accord. Ouais, donc en fait, ça te donne quand même tes applications nourrissent tes questionnements plus abstraits, théoriques. Absolument. Enfin, et d'autant plus quand l'envergure des problèmes, souvent ça vient de la taille des données, est énorme. Ouais, absolument. Donc, je lâche le troisième gros mot, big data. Là, on est là-dedans, là. On est en plein dedans avec ce que tu dis. Absolument. Après, tout le monde parle de big data, et en fait, les data, en fait, elles peuvent être, elles peuvent toujours être plus big, quoi. Elles peuvent donc ce qui est big data pour une personne peut être ridicule pour une autre. Donc ça c'est assez relatif, en fait. Ok, bon super, merci beaucoup, c'est très clair, et tes domaines et le type de maths que tu déploies pour le faire et le type d'application concrète qu'on peut regarder. Donc vraiment, c'est super, tu as brossé un panorama assez complet
de ce que tu fais et ce qui t'intéresse. On va revenir à des choses un peu plus concrètes, pratiques. Donc, souvent, je demande pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Hein. Quand on dit je suis chercheur en maths, il y en a qui se demandent vraiment ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour toi ce que ça veut dire et à quoi ressemblent tes journées? Déjà, pour résumer en une phrase, je dirais que ça consiste à comprendre, à bien comprendre quelque chose et ensuite à partager ce qu'on a compris. Mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est commun à l'enseignement et à la recherche. Donc en fait, moi, je trouve que c'est très cohérent d'associer souvent les deux. Donc je dirais que déjà, il y a la première partie, c'est de comprendre des choses. Et il faut déjà commencer par comprendre des choses qui sont déjà connues, qui ont déjà été faites. Et donc, je pense qu'il y a une partie importante de l'activité du chercheur, c'est de lire, de comprendre, d'apprendre et d'emmagasiner un petit peu de la connaissance et aussi de la structurer et puis être capable d'y accéder ensuite au moment où on en a besoin, parce qu'évidemment, on peut pas tout apprendre par cœur. Donc, il y a emmagasiner la connaissance. Donc, et après, il faut aussi avoir de nouvelles idées, c'est-à-dire soit des idées pour résoudre des problèmes existants, ou alors soulever de nouveaux problèmes intéressants. Mais ça c'est une partie en fait qui ne peut avoir lieu que si on a bien emmagasiné de la connaissance de ce qui existe déjà. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé sur des nouvelles idées, il faut les rédiger et les soumettre pour publication et les publier. Donc c'est une autre étape importante. Donc et après il y a aussi en plus de ça, il y a la communication, c'est-à-dire faire des exposés, communication orale et même éventuellement des discussions informelles pour échanger les idées avec d'autres chercheurs. Voilà, donc ça je dirais que ça résume vraiment l'activité de recherche en elle-même. Et puis Et du coup, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir dans tout ce que tu viens de nous citer? Je pense que c'est celle où on a des idées et puis quand on commence à résoudre des problèmes ou à poser de nouvelles choses et à soulever de nouveaux problèmes, c'est peut-être c'est là où il y a le côté créatif, le côté résolution de problèmes est peut-être le plus intéressant. Ouais, c'est cette partie-là qui est la plus intéressante. Mais moi j'aime aussi, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi j'aime aussi la partie où les choses se précisent et qu'on les rédige. Et donc, à contrario, quelles sont les choses que tu aimes le moins, des tâches que tu trouverais peut-être ingrates? Bon, il y a les aspects un petit peu administratifs ou d'organisation. Tout ça, ça fait pas partie des choses qui sont les plus passionnantes. Il y a un autre aspect aussi que je pense qui agace beaucoup de monde, c'est que dans certains domaines, il y a un petit peu une frénésie du nombre de publications, c'est-à-dire que en fait la façon dont tel ou tel domaine fonctionne encourage la publication d'un grand nombre d'articles qui sont pas forcément très innovants, mais disons que le nombre est bien vu, ou en tout cas est en quelque sorte récompensé, ou en tout cas reconnu. Et donc en fait on est amené à devoir lire, si on veut être un peu exhaustif sur un sujet, à devoir lire des tas d'articles qui sont pas forcément très novateurs. Et donc ça, je trouve que déjà pour les gens qui l'écrivent et puis pour les gens qui doivent les relire et puis les lire, je trouve que c'est un petit peu une perte de temps, quoi. Ok. Eh ben écoute, très bien. On va conclure cette partie sur la recherche avec ça, et donc on attaque sur la dernière avec ta carte blanche. Donc tu l'as un petit peu évoqué avant. Alors vas-y, raconte-moi. Donc en fait c'est la carte blanche, ça porte sur les problèmes d'optimisation qui sont motivés par entre autres des problèmes de machine learning. Et donc comme je l'ai dit, la quantité à minimiser dans les problèmes de machine learning, souvent ça s'écrit comme une moyenne. Et là, justement, il y a eu des avancées récentes assez surprenantes. Mais en fait, je vais commencer d'abord par une parenthèse. En fait, pour des fonctions, pour des quantités qui s'écrivent pas forcément comme une moyenne. Donc, pour l'instant, on va juste supposer qu'on a une fonction objectif, f. Qui a certaines propriétés de régularité. Certaines propriétés. Depuis les années 60, on sait que on peut minimiser ces fonctions avec une vitesse de convergence de 1 sur t. T, c'est le nombre d'itérations. Donc, on se rappelle que on veut obtenir de bonnes solutions approchées rapidement, c'est-à-dire en ayant calculé le moins de gradients possible, puisque ça représente un coût de calcul. Donc, la vitesse de convergence, la vitesse à laquelle la valeur
de notre fonction va s'approcher de la valeur minimale, et ben ça nous intéresse. Et donc depuis les années 60, on sait que on peut atteindre une vitesse de 1 sur t grâce à la descente de gradient. Et donc Donc T, c'est le nombre d'itérations. Et donc, en l'occurrence, ça correspond aussi au nombre de gradients qu'on calcule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc, a priori, on pensait pas pouvoir faire mieux que ça, mais en 83, il y a un doctorant du nom de Yuri Nesterov qui a proposé une sophistication de la descente de gradient et qui a démontré pour cette variante une convergence en 1 sur t carré. Donc, passer de 1 sur t à 1 sur t carré, en termes de vitesse de convergence, c'est quand même substantiel. Oui. Et donc, c'était très surprenant. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération de Nesterov. Et donc, par ailleurs, il a été prouvé que c'est la vitesse de convergence optimale pour ce problème en un certain sens, c'est-à-dire qu'on peut pas faire mieux. En un certain sens. On peut pas faire mieux. Okay. Et donc une remarque toujours importante, c'est que la descente de gradient, comme l'accélération de Nesterov, il calcule un seul gradient par itération. Voilà. Donc ça c'est la parenthèse sur les fonctions avec certaines hypothèses, mais qui ont pas de structure particulière, qui s'écrivent pas forcément comme une moyenne. Okay. Donc maintenant, si on revient aux fonctions qui s'écrivent comme une moyenne, disons de n fonctions, donc la fonction f s'écrit comme une moyenne de fonctions qu'on peut appeler f indice i. Donc pour ces fonctions, en fait, donc f1, f2 jusqu'à fn. Exactement. Donc pour ces fonctions, le calcul d'un gradient de f en un point donné, en fait, ça correspond au calcul de n gradients, puisque la fonction elle nous est donnée sur la forme d'une moyenne. Donc en fait, il faut d'abord calculer les gradients des fonctions fi individuellement pour ensuite faire la moyenne des gradients. Donc il faut tenir compte de cette structure, de la structure de la fonction. Enfin, il nous est donné comme ça si on s'intéresse au coût computationnel. Et donc on peut bien sûr appliquer l'algorithme de Nesterov pour avoir une vitesse de convergence en 1 sur t carré, mais chaque itération va nous coûter n calculs de gradient. Et donc en fait, ce qui est coûteux quand n est très grand. En fait, n peut être très très grand. Dans les problèmes de machine learning, le n ça correspond au nombre d'exemples qu'on a, le nombre de données, le nombre de lignes dans notre tableau. Donc si on est sur la big data, le n ça peut être énorme, ça peut être des millions voire des milliards. Enfin, donc n est très très grand, et donc devoir calculer n gradients pour une seule itération, donc ça devient extrêmement coûteux. Et donc il y a une idée intéressante. Donc pour remédier à ce problème, il y a une idée intéressante qui remonte aux années 50 et qui est de tirer aléatoirement d'abord une fonction f indice i, une seule par exemple, et ensuite de calculer le gradient de cette fonction fi qu'on a tiré parmi toutes les autres. Donc quand on fait ça, on ne calcule qu'un seul gradient. En fait, ce gradient aléatoire, on peut l'utiliser à la place du vrai gradient, par exemple dans l'algorithme de la descente du gradient. C'est ce qu'on appelle la descente de gradient stochastique. Et en fait, là, ce qu'on a fait, donc pour résumer, on a remplacé un calcul exact de gradient qui était coûteux par un calcul inexact parce qu'il est stochastique, mais très peu coûteux. C'est un seul gradient à calculer. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que quand on fait cette substitution, c'est qu'on a quand même convergence vers une solution, mais avec une convergence plus lente. D'accord. C'est là que ça change. En fait, on va converger en 1 sur racine de t. D'accord. Mais l'avantage, c'est que chaque itération est très peu coûteuse. Et oui, donc en fait, dans l'autre. Et donc on perd d'un côté, on gagne de l'autre, et en fait, il y a quand même une idée importante, c'est que même si cette vitesse de convergence est plus lente, ça permet de faire en fait décroître la valeur de la fonction beaucoup plus rapidement lors des premières itérations. En fait, il y a une intuition que je trouve intéressante, c'est un peu comme au golf. En fait, lors des premiers coups, c'est pas très important d'être précis au millimètre pour ajuster son premier coup. Mais en revanche, quand on arrive vers la fin, lorsqu'on s'approche du trou, c'est important d'être précis pour la mettre rapidement dans le trou, sinon on va perdre du temps, on va perdre des coups. Et donc en fait, pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait pas améliorer cette vitesse de 1 sur racine de t en calculant seulement un seul gradient par itération, puisque c'était un calcul inexact. Voilà, c'est stochastique, mais il y a 10 ans, donc c'est vers 2012-2013, il y a eu 2 travaux indépendants qui ont proposé des variantes de la descente de gradient stochastique, et en fait qui calculent un estimateur du gradient de façon beaucoup plus sophistiquée. Et en fait, ça atteint
une vitesse de convergence de 1 sur t. Ah d'accord, donc au on lieu revient de au truc... au lieu de 1 sur racine de t. Eh oui. Et donc ça, c'était 2012-2013. Donc à l'époque, c'était tellement surprenant qu'il y a un des 2 articles, je pense le premier, celui de 2012, en fait, il a initialement été rejeté car les relecteurs avaient estimé que c'était trop beau pour être vrai. Ils ont dit too good to be true. Et Excellent. donc, ouais, parce que pendant plusieurs décennies, on pensait ne pas pouvoir mieux faire que 1 sur racine de t en raison de l'imprécision due Ouais. au côté stochastique. Et en fait, quelques années plus tard, vers 2014-2015, il y a d'autres auteurs qui sont appuyés là-dessus et en fait qui ont montré qu'on pouvait même combiner ça avec l'accélération de Nesterov. Ah waouh. Et donc atteindre même une vitesse de 1 sur t carré. On est passé, en fait, en quelques années, on est passé d'une vitesse pour ce problème de 1 sur racine de t à 1 sur t carré. Donc voilà, c'est une avancée très importante, elle est très surprenante et puis c'est motivé par un très grand nombre d'applications. Ok. Donc, voilà. Oh, hyper intéressant, effectivement. J'aime bien le côté non, too good to be true. Ouais. Et est-ce qu'ils ont quand même réussi à publier leur Oui, papier? bien sûr. Ils se sont fait rejeter après, ouais. Ils ont fini par convaincre les personnes que c'était quand même Correct. sérieux ce qu'ils faisaient. Donc effectivement, et puis voilà, donc maintenant c'est quand même un papier qui est extrêmement cité. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette anecdote, pour cette explication et pour cette anecdote associée. Et ben écoute, on va tranquillement conclure l'émission. Donc, on va passer à la partie recommandations, un peu de nourriture culturelle. Est-ce que tu as des choses à recommander à nos auditeurs et auditrices? Alors, j'ai quelque chose à recommander. C'est peut-être légèrement hors sujet, mais pas tant que ça, j'espère. Parce que, en fait, c'est pas exactement sur les mathématiques. Mais je trouve que ça dit des choses intéressantes sur la recherche en général. Ouais. Et en fait, c'est un livre de Richard Feynman. Ah, je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? Il y en a plusieurs, mais bon, je pense que tu sais duquel je parle. C'est le livre qui s'appelle Surely You're Joking, Mr. Feynman en anglais. Donc en français, c'est Vous voulez rire, Monsieur Feynman. Est-ce que c'est ce livre-là que t'as lu? C'est sa bio où il raconte c'est un livre autobiographique. Ouais. Ouais, mais il est génial donc, ce livre. Donc déjà, un petit mot sur Richard Feynman. Donc c'était un physicien américain du XXe siècle, et lauréat du prix Nobel en 65 pour ses travaux sur la théorie quantique de l'électromagnétisme. C'est pas n'importe qui. Enfin, c'est un des physiciens les plus connus, les plus reconnus de tous les temps. Et donc le livre, c'est un recueil de petites histoires autobiographiques. Donc, enfin, déjà, c'est extrêmement drôle pour la plupart. Donc, rien que pour ça, c'est une lecture à recommander. Rien que pour rire, c'est à recommander. Et en fait, je trouve aussi que ces histoires rendent assez bien compte des différents aspects de sa démarche intellectuelle. Donc, chez lui, il y a déjà l'envie et le plaisir de comprendre. Donc, c'est un peu à la base de tout. Il y a aussi l'envie et le plaisir de partager ce qu'il a compris. Ça, il le fait d'ailleurs mieux que personne. Il y a aussi l'honnêteté intellectuelle. Donc, il est assez attaché à ça. Et il y a aussi une bonne dose d'anticonformisme. Donc, qui est assez rafraîchissante. Et donc, il y a plusieurs anecdotes qu'on peut mentionner. Il y en a une que j'aime bien, c'est en fait, il raconte que dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il est tombé en dépression parce que il y a sa femme qui était décédée de la tuberculose d'une part, et aussi parce qu'il a participé pendant la guerre au projet Manhattan, donc qui était le projet américain qui a conçu la bombe atomique, et ensuite qui a donné lieu à 2 bombes qui ont été larguées sur le Japon. Donc il raconte qu'à cette époque, il était vraiment en dépression, il n'arrivait plus à travailler, il était absolument incapable de faire de la recherche. Et donc, il s'était résolu un peu à abandonner toute ambition scientifique, alors qu'il était encore jeune, et puis il était brillant, il était prometteur. Puis il s'est dit, tant pis, je ferai aucune découverte importante dans ma carrière, je me contenterai un peu d'assurer mes charges d'enseignement, etc. Et puis un jour, à la cantine, il a remarqué que les assiettes, lorsqu'elles étaient empilées par le personnel, elles avaient une sorte de mouvement d'oscillation, de vibration un peu bizarre. Et donc ça l'a intrigué. Et donc il a commencé à y réfléchir. Il a essayé de mettre
mettre ça en équation pour trouver une explication au phénomène. Et en fait, il y a des collègues qui comprenaient pas pourquoi il travaillait sur quelque chose d'aussi futile. Mais bon, lui, il s'est dit qu'en fait que ça lui plaisait bien et que dorénavant, il allait travailler pour le plaisir de comprendre des choses et pas pour courir après de l'avancement de carrière ou de la reconnaissance scientifique en tentant de résoudre des problèmes importants. Et en fait, il raconte que le fait de travailler sur ce problème, ça lui a vraiment permis de prendre du plaisir, de finalement de reprendre goût à la physique, à sortir de sa dépression, et que même certaines des idées qu'il a eues à ce moment sur ce problème, en fait, lui ont permis un peu par analogie, ça lui a servi plus tard pour les travaux qui lui ont valu le prix Nobel. Donc je trouve que c'est une belle histoire qui est très orthogonale aux injonctions un peu du monde de la recherche. Voilà, comme on l'a dit, qui souhaite qu'on publie beaucoup en suivant des modes, en mettant les bons mots-clés, etc. Donc je trouve que c'est une belle histoire. Et qui permet bien de cerner le personnage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et qui souvent se placer de façon assez orthogonale à son environnement, quoi. Ah, c'était un vrai personnage, effectivement. Et donc, il y a plein d'autres histoires. Moi, je trouve que ce sont un peu des leçons de vie scientifique. Ouais. Et qui sont pleines de sagesse et qui nous ramènent aussi à l'essentiel, quoi. C'est-à-dire le plaisir de comprendre, le plaisir de transmettre. Ouais. Et puis donc ça nous invite un peu aussi à prendre du recul par rapport à la façon dont le monde scientifique fonctionne. Donc, en fait, il y a ce livre, mais il y a aussi, il y a plein d'autres en fait de ressources, de contenus sur Feynman qu'on peut recommander. En fait, il y a une série de conférences filmées qui s'appelle The Character of Physical Law, en fait, qui est disponible sur YouTube. En fait, c'est une série d'exposés, disons, de semi-vulgarisation qui était destinée à un public d'étudiants scientifiques. Donc, en fait, c'est un peu le public du podcast. Et donc, en fait, qui parle de différents aspects de la physique. Je trouve que c'est absolument incroyable parce que le contenu est passionnant, et même quand on connaît bien la physique. Et il présente ça avec une pédagogie incroyable, beaucoup d'humour. Et puis, donc, ça explique très bien plusieurs idées fondamentales en physique. Donc, je trouve que c'est vraiment une démonstration de ses qualités de synthèse, de pédagogie, d'humour, et aussi même, on pourrait dire, un peu de showman, quoi. Oui. Et il y a ces conférences-là. Il y a d'autres conférences aussi, d'autres exposés sur de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Et il y a aussi, donc là, c'est plus un peu plus scolaire, mais quoique, il y a ces livres en fait de cours de physique, de Feynman Lecture on Physics. Ce sont des cours de physique de niveau licence, disons. Ouais. Et donc qui sont dans un style très particulier, en fait, un peu informel, mais très pédagogique, et qui sont des références depuis les années 60. Donc ça, c'est aussi à recommander, je trouve, pour les étudiants. Donc l'œuvre sous diverses formes, voilà, de Feynman. Ouais, voilà. Ok, merci beaucoup. Très bonne recommandation. Eh ben écoute, là on s'est pas consulté, mais on fait dans les gros bonnets aujourd'hui, parce que après un prix Nobel, moi ma recommandation a à voir avec une médaille Fields. Ouais. Et je vous recommande le documentaire Les secrets de la surface, les mathématiques selon Mariam Mirzakhani. Donc qui est un documentaire qui est disponible donc sur Arte TV, mais ils l'ont aussi mis sur YouTube. Donc c'est un documentaire qui revient à travers le témoignage de ses proches, de ses camarades de classe, de ses professeurs, de ses collaborateurs, de son mari, tous les gens qui ont un peu fait partie de sa vie. Et d'ailleurs, il y a aussi des images d'elle et des archives d'elle sonores où elle parle. Donc ça revient sur sa carrière, sur sa vie, sur son enfance en Iran, jusqu'à donc sa vie de mathématicienne qui l'a conduit à, je rappelle, devenir la première femme à recevoir la médaille Fields. Donc depuis, il y en a eu qu'une deuxième là, très récemment. Et donc on voit la naissance de son amour pour les maths. Elle a fait partie de ces gens qui ont fait, c'est passé un petit peu par les concours, les olympiades de mathématiques que les jeunes lycéens font depuis jeunes, certains. Elle en a gagné. Je crois qu'elle a reçu des médailles d'or, etc. Très très tôt. Donc c'était vraiment, elle était vraiment extrêmement douée depuis toujours, hein. C'est un peu un génie, quoi. Donc
son parcours y est abordé, mais il y a aussi une explication vulgarisée du type de problème qu'elle faisait. Moi, j'avais aucune idée en fait du type de maths qu'elle faisait avant de regarder. Donc, qui est très abordable, hein, qui permet de saisir en tout cas l'idée générale des problèmes qui l'intéressaient, même si on ne comprend pas forcément toute la technique derrière. Et donc, j'ai trouvé que c'était à la fois très touchant parce que, malheureusement, je rappelle, elle est entre-temps décédée d'un cancer du sein à l'âge de 40 ans. Donc, il y avait cet aspect très humain, très touchant de ses proches qui témoignaient. C'était aussi très inspirant parce qu'on voit son parcours de jeune collégienne, lycéenne à cette star des mathématiques qu'elle est devenue. Et puis, très éclairant en termes de type de maths qu'elle fait, de type de complexité des problèmes qu'elle traitait et de sa vision qui lui permettait d'attaquer les choses sous un angle et pas un autre, et un peu ce qu'elle aspirait à faire mathématiquement. Donc voilà, très très complet, très intéressant. Ça dure 1 heure, c'est très accessible, il n'y a pas besoin d'être spécialiste, et donc voilà ma recommandation. Très bien, donc écoute, on va terminer. Donc j'aime bien finir l'émission toujours en posant la même question. Donc, qu'est-ce que tu souhaites accomplir? J'ai une réponse un peu bateau. C'est moi ce que j'aimerais, c'est comprendre des choses, quoi. Comprendre des choses éventuellement un peu surprenantes, éventuellement un peu pas évidentes, et puis réussir à bien les expliquer. Et puis j'ai un petit goût pour en fait l'unification, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui semblaient distinctes au départ, et en fait qu'on arrive à comprendre que c'est le même, c'est ces différents aspects d'une même, disons, théorie, si on veut. Ça j'ai toujours trouvé ça attirant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire un petit peu sur les algorithmes d'optimisation. Et puis mais en fait, je trouve que il y a souvent des choses extrêmement étonnantes, des innovations étonnantes qui ont été faites dans l'histoire de la science. Par exemple, le fait de comprendre qu'une pomme qui tombe et que la Lune qui tourne autour de la Terre, ça relevait du même phénomène, c'est quand même une unification quand même surprenante, quoi. Donc moi je suis assez attiré par les unifications. C'est joli, effectivement. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, June. Merci à toi, Nathalie, pour l'invitation. Voilà qui conclut cette discussion très agréable avec June, où j'ai enrichi ma culture, et la vôtre aussi, j'espère, à propos de l'intelligence artificielle. Un des points qui m'a plu dans cet échange, c'est d'avoir réalisé que, jusqu'en terminale, June n'excellait pas spécialement en maths, et à dire vrai, n'avait pas non plus une passion folle pour cette matière. C'est la rencontre avec un professeur passionné qui a été un déclencheur chez lui, et c'est ça qui lui a donné l'envie de se dépasser. Pour autant, ça lui a demandé beaucoup de travail et de motivation. J'aime beaucoup son histoire car ça va à l'encontre du cliché que les maths, soit on est doué, soit on ne l'est pas, et qu'il n'y a rien à y faire. Eh bien, voilà la preuve que non. Je vous remercie de votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous m'écoutez traditionnellement par un autre canal. J'en profite pour remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur Apple Podcast. J'ai été très touchée par vos mots et la réception que vous avez faite aux derniers épisodes. N'hésitez donc pas à laisser des avis, je les vois et ça me donne plein d'énergie pour continuer. À bientôt dans le prochain épisode.